Dans les constats, quand vous vos élèves vous l'aurez, il faut que les constats aussi soient un petit peu classés. Donc, il y a des classifications des constats d'audit. On parle, les constatations d'audit sont classées comme non-conformité, ça veut dire non satisfaction à une exigence. Et l'exigence, il fait partie du critère d'audit. Donc, il faut toujours rester attaché aux critères d'audit, c'est-à-dire en fonction de votre mission, et une non-conformité, une non-satisfaction à une exigence. Parfois, des organismes, on utilise ce qu'on appelle remarque. C'est-à-dire non-satisfaction à une exigence, mais qui n'altère pas la fiabilité ni la viabilité du système de management de l'entreprise. Ça veut dire c'est une non-conformité, oui, c'est un non-respect à une exigence, mais il n'a pas de risque sur la conformité du produit ou sur la satisfaction du client, d'une façon claire. Alors, on peut la considérer comme un écart, mais c'est une remarque, c'est-à-dire moins importante qu'une non-conformité. Des organismes, parfois, on parle de non-conformité mineure et non-conformité majeure. Ça aussi, ce sont des classifications. Alors, les non-conformités peuvent être de tout type, des non-conformités documentaires ou non-conformités d'application. Par exemple, quand la norme exige de conserver des informations documentées et vous trouvez que l'organisme, il réalise ses activités, mais il ne fait pas des informations documentées, il ne conserve pas les informations documentées. Alors, réellement, pratiquement, il fait, mais il ne conserve pas, donc c'est une non-conformité documentaire. Maintenant, c'est le contraire. C'est qu'il y a une exigence que l'audité n'applique pas. Donc, c'est une non-conformité d'application. Donc, il est prévu dans son système documentaire, il doit la mettre en œuvre, mais dans la pratique, il ne la pratique pas. Donc, c'est une non-conformité d'application. Et parfois, on trouve les deux. C'est documentaire et d'application. Il ne fait pas, il ne conserve pas d'informations documentées. Donc, ça, c'est une non-conformité documentaire et d'application, et on coche les deux. Maintenant, un petit peu par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a comme classification pour un petit peu comprendre? Alors, dans chaque situation, par rapport à une exigence qui fait partie du critère d'audit, il y a ce qu'on appelle une zone de conformité et une zone de non-conformité. Si je suis dans la zone de conformité, mais je suis proche de la zone de non-conformité, ça, la plupart des cas, on les considère comme un point sensible. Ça veut dire que c'est un point qui, s'il n'est pas traité, il va passer en non-conformité. Alors là, il faut faire attention à ces points-là. Ce sont des éléments qu'on parle juste par rapport à la conformité. Et si on ne fait pas un traitement ou une surveillance ou une amélioration, ça risque de passer en non-conformité. Il y a ce que l'organisme peut faire mieux par rapport à ce qui est exigé, et on parle de points forts. Donc, il y a un point fort, c'est quelque chose qui est fait par l'organisme et qui dépasse l'exigence. Et ça, c'est aussi, il faut le reconnaître. Et lorsque vous faites la réunion de clôture, ce sont les éléments par lesquels vous allez commencer. Donc, vous allez commencer par des points forts. Et ça fait dire que l'entreprise, l'organisme, ou bien l'audité, il n'a pas que les conformités et non-conformités, mais il fait quelque chose de très bien, quelque chose qui peut être partagé ailleurs, quelque chose qui peut être considéré comme une bonne pratique, et ce sont des points forts. Par contre, dans la zone de non-conformité, il y a ce qu'on appelle les non-conformités mineures et les non-conformités majeures. Les non-conformités mineures, c'est une non-conformité qui est proche du seuil de conformité, c'est-à-dire qu'il a un impact limité, il a un risque limité, il ne peut pas impacter la satisfaction client, il ne peut pas impacter la qualité du produit. Alors là, c'est bon. Si on est dans la sécurité, une non-conformité mineure, c'est un risque limité. Par contre, dans la non-conformité majeure, c'est un risque avéré qui peut générer des dégâts, des conséquences graves pour la santé et la sécurité des travailleurs. Si on est dans l'environnement, c'est la même chose. Donc, une non-conformité mineure, donc,
c'est un non-respect d'une exigence de la norme ISO 14001, mais l'impact, il est limité à l'organisme, il est limité dans le temps, oui, mais parfois, quand l'exigence n'est pas respectée et que l'impact peut s'avérer très important avec un milieu très sensible, avec des impacts environnementaux très graves, alors là, il faut qu'il soit considéré comme une non-conformité majeure. À la fin de cet audit, le responsable d'équipe d'audit doit élaborer son rapport d'audit. Et le rapport d'audit, il doit contenir un ensemble d'informations que je vais partager avec vous en fin de séance pour voir des modèles et pour pouvoir les utiliser. Les techniques d'audit. Alors maintenant, comment réaliser, comment faire? Très bien, on va le passer en revue. Les règles d'or pour réaliser les objectifs de l'audit, distinguer les faits des opinions. Ça, c'est important. Un fait, c'est quelque chose qui est réel et qui est vérifiable. Les opinions, ce sont des dires. Lorsqu'il y a des opinions, est-ce qu'on peut les vérifier? Est-ce qu'on peut dire que ce sont des opinions qui sont vérifiables? Non, ce sont des opinions, ce sont des jugements, donc il faut éviter. Créer et entretenir un climat de confiance. Ce sont des règles d'or. Le climat de confiance, ça facilite la mission pour l'auditeur et pour l'audité. Et ça permet de dégager des pistes d'amélioration. S'il n'y a pas de climat de confiance, donc il va y avoir une méfiance entre auditeur et audité, et ça va perturber le fonctionnement de l'audit. Pour une bonne communication, ne jamais contredire ou critiquer ouvertement. Et ça, ce sont des choses qui arrivent, et parfois, un auditeur qui commence à contredire l'audité, alors là, ça va générer un conflit. Il faut aussi savoir faire parler, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et savoir faire parler, c'est déjà un climat de confiance, il va favoriser ça. C'est déjà votre attitude en tant qu'auditeur, le sourire, la compréhension, la facilité de poser la discussion, le regard, l'écoute attentive, l'écoute active, tout ça, il faut qu'il soit pris en considération. Reformuler les questions, les messages. Et la reformulation, c'est votre capacité de vous adapter à l'audité. Ne demandez pas à l'audité de s'adapter à vous, mais c'est à vous que vous devez vous adapter à l'audité par la reformulation, la bonne pose de questions, l'utilisation d'un langage facile, un lexique facile, utiliser le français, utiliser l'arabe, utiliser même le dialecte, et ça pour faciliter la communication. S'adapter à la situation et à la personne. Donc, vous êtes dans un atelier, il faut s'adapter à la situation et à la personne. Dans quelles conditions il travaille, comment il travaille. Ça veut dire ne pas demander à l'audité de s'adapter à votre position, mais c'est à vous de le faire. Discerner l'essentiel, c'est-à-dire rester focalisé sur l'essentiel. Éviter d'entrer dans le détail. Éviter d'entrer dans le technique. Donc, vous n'êtes pas un auditeur expert technique, vous n'êtes pas un expert technique. Donc, essayez de voir en gros le management. Ça veut dire qu'est-ce qui vous est demandé dans votre poste de travail, comment vous le faites, sur comment vous enregistrez ces informations, à qui vous rendez compte, comment vous surveillez, comment vous améliorez, restez dans le management. Si vous entrez dans le technique, alors vous serez perdu. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas les compétences techniques comme celui qui exerce le travail tous les jours. Mais pour comprendre, et vous avez des compétences techniques, oui, ça facilite la compréhension, ça facilite l'échange. Utilisez vos compétences techniques pour faciliter l'échange, pas pour entrer dans le détail technique, parce que ce n'est pas votre mission. Et bien sûr, préparer soigneusement son intervention. Et ça, c'est aussi logique, parce que c'est la préparation, c'est la planification. Il ne faut pas venir à l'audit sans savoir ce que vous allez auditer, sans savoir quelles sont les questions que vous allez poser, sans savoir quels sont les éléments de preuve que vous allez chercher. Alors là, ça va nuire votre audit. Donc, savoir préparer soigneusement son intervention, ça va faciliter les choses. Maintenant, le profil de l'auditeur. Est-ce que c'est donné à tout le monde d'être un auditeur?
Malheureusement, non. Un auditeur, ce sont des compétences, c'est un profil, ce sont des attitudes, des comportements. Et pour un bon auditeur, il faut être naturel. Ça veut dire ne pas être influencé par la mission d'auditeur pour se croire supérieur. Il faut rester naturel, être transparent. Ce qui est transparent, ça va faciliter l'objectivité. Transparent dans le fonctionnement, transparent dans les réponses à votre audité, transparent dans ce que vous avez les intentions à avoir et sans faire les détours, sans faire le rusé, sans rien du tout. Faire attention à son comportement et surtout à ses gestes. Vous êtes devant un audité, le moindre geste peut générer un conflit, peut générer une posture de protection et de renfermement de l'audité. Faire attention à vos gestes et à vos comportements, c'est essentiel. Parfois, on répond à votre question et vous allez commencer à rire. Ça veut dire comme si vous méprisez votre audité ou bien se rigoler sur ce qu'il vous a présenté. Attention, attention, attention. Être ni agresseur ni agressé, ça c'est aussi essentiel. Restez dans une posture d'auditeur. Vous n'êtes pas agresseur vis-à-vis de l'audité et vous n'acceptez pas d'être agressé par l'audité. Il faut savoir garder une posture d'honnêteté et de niveau de professionnel. Faites preuve d'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est se mettre dans la peau de l'autre. Ça veut dire, parfois, vous trouvez que l'audité est un petit peu perturbé, il est devant une non-conformité qui est avérée et il essaye un petit peu de fuir. Alors là, il ne faut pas trop insister, il ne faut pas trop agresser, donc il faut savoir changer de discours, changer de sujet et un petit peu mettre à l'aise votre audité. Ne pas abuser des pouvoirs de l'auditeur. Oui, effectivement. Vous avez un pouvoir pour poser des questions, donc vous n'êtes pas en interrogatoire. Vous n'avez pas le pouvoir d'intimider l'audité. Donc vous posez des questions pour comprendre, pour évaluer, oui, mais ne pas abuser. Être factuel et objectif, ça c'est aussi essentiel. Quand on vous présente un fait, quand on vous présente, on répond à votre question, il ne faut pas essayer de dire que vous n'avez pas compris ou que ce n'est pas ça ou que vous essayez. Non, il faut être factuel. Vrai, vrai, faux, faux. Objectif, tout simplement ça. L'auditeur doit être ponctuel. Oui, vous avez envoyé un plan d'audit, vous allez planifier la réunion d'ouverture à partir de 9 heures. Il faut être avant l'heure de quelques minutes, 10 minutes, 15 minutes. Parfois, s'il y a des formalités administratives pour l'accès, il faut se présenter, prendre en considération. Pourquoi? Pour commencer la réunion d'ouverture telle que planifiée dans votre plan d'audit. Vous avez fait la planification, il faut être ponctuel. La ponctualité pendant la mission. Vous avez prévu 2 heures, 2 heures. Pourquoi? Parce que l'autre audité, il vous attend. Il faut aussi utiliser les expressions de politesse. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me ramener ça? S'il vous plaît, est-ce que je peux voir ça? S'il vous plaît, je demande votre gentillesse pour faire ça. Essayez de me comprendre, je suis un petit peu lourd d'en poser des questions, donc s'il vous plaît, aidez-moi à mieux assurer ma mission. Donc, les expressions de politesse, ça facilite la communication, ça facilite l'attribution et la contribution de l'audité. L'écoute, et comme son nom l'indique, auditeur, c'est quelqu'un qui écoute. Et pour écouter, il faut savoir faire parler. Et savoir faire parler, ce n'est pas aussi parler. Parce que si vous continuez à parler, vous n'allez pas donner l'occasion à l'audité de parler. Et en fin de compte, vous n'avez pas de réponse à vos questions. Donc, écouter, c'est essentiel. Et on parle de l'écoute active, c'est-à-dire l'écoute avec les regards, avec les gestes, avec les échanges. Et l'écoute, c'est aussi, je la répète,
Pour écouter, il faut faire parler. Et pour faire parler, il faut avoir les techniques de questionnement, les techniques de reformulation, les questions générales, les questions de canalisation et les questions de confirmation. Le sourire, le sourire, le sourire. Vous allez terminer votre mission et vous allez laisser derrière vous une empreinte. Cette empreinte, ça peut perturber votre prochaine mission ou ça peut perturber les missions à venir des autres auditeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a certains auditeurs qui sont tout le temps mécontents, et bien présentent, ils ne présentent pas de sourire et sont trop un petit peu professionnels dans le sens où le travail c'est le travail. Non, il faut rendre l'ambiance agréable. Il faut parfois sortir du cadre pour un petit peu un moment de détente, pour un petit peu soulager l'audité, pour un petit peu donner plus de confiance à l'audité, grâce à votre sourire, grâce à vos gestes, et ça facilite votre tâche en fin de compte. Et ce n'est pas donné à tout le monde de gérer ou bien de mener une mission d'audit dans le sourire, dans un climat, dans une ambiance agréable. Et on termine le sourire, on termine la mission d'audit, on se serre la main et on est heureux de vous revoir la prochaine fois. Et si ce n'est pas le cas, alors on attend juste le temps de terminer l'audit et fuir l'auditeur, qui a un caractère, un comportement un peu solide et rigide. Alors maintenant, pour votre mission d'audit, vous avez vu les documents, vous avez posé des questions à vos responsables de processus, à vos audités, et maintenant, il faut voir qu'est-ce qui se passe, voir le chantier, voir la réalité des choses. Et pour voir, il faut déjà définir quel chantier visiter, quel est le motif de la visite, qu'est-ce que je cherche après la visite. Les heures de la visite, c'est quand je vais visiter. Et généralement, je vous donne un conseil, visiter les chantiers pendant la pointe de l'activité, la pointe du fonctionnement. Ne pas visiter pendant les moments où il y a une faible activité. Faut-il préparer la visite? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'ils vont visiter avec le visiteur, les moyens logistiques, tout ça. Si vous avez comment? Prévenir ou non, ça c'est aussi important, parce que prévenir les audités que vous allez voir le site X, ça fait partie de votre planification d'audit. Parfois, lorsqu'on dit non, donc je ne vais pas prévenir, donc parfois, ce n'est pas partie de votre mission d'audit, mais parfois, c'est pour voir un petit peu les zones ou les sites qui n'étaient pas destinés à être visités. C'est juste pour voir un petit peu si on a la même chose au niveau des sites qui ont été planifiés et au niveau des zones dans le site qui n'étaient pas prévues dans la visite. Avec qui faire la visite? C'est-à-dire le guide ou bien celui qui va vous accompagner. Qui dirige la visite? Combien de fois visiter? Est-ce que c'est possible de prendre des photos pour faire des vidéos? Quel comportement adopter? Les tenues, exposition à un risque, l'exemplarité, ça c'est aussi essentiel. Surtout, lorsque vous menez des missions d'audit en matière de santé, sécurité du travail ou d'environnement. Comment? Donc, vous êtes auditeur en matière de santé, sécurité du travail, vous vous présentez dans un site, vous entrez dans un chantier sans EPI. Est-ce que vous êtes exemplaire? Est-ce que vous allez poser des questions avec les salariés sur la qualité des EPI, sur le port des EPI, sur la sensibilité des EPI? Non. Alors là, ça pose un problème. Vous commencez à fumer dans des zones où il y a interdiction de fumer. Ça aussi, ça touche à votre exemplarité. Vous venez en voiture, vous stationnez la voiture en position d'arrivée, en position de départ. Ça aussi, ça touche votre... Vous avez quelque chose dans la main et vous la jetez par terre, pas dans la poubelle. Ou bien vous avez des poubelles à tri sélectif et vous jetez dans une poubelle n'importe laquelle. Ça, c'est aussi, ça peut toucher votre crédibilité. Possibilité de donner des ordres. Parfois, je peux donner des ordres à un opérateur, mais est-ce que c'est possible pour le faire ou non? Comment? Par exemple, je veux voir, par exemple,
un coffret électrique, est-ce qu'il est fermé à clé? Je peux donner l'ordre à l'opérateur. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez ouvrir ce coffret électrique ou bien cette armoire électrique? Donc, ça, c'est un ordre. Mais il faut qu'il soit donné d'une façon polie, avec beaucoup de politesse, et il faut juste pour voir un petit peu si je dois donner directement ou c'est à travers de la personne qui est avec moi. Par exemple, je suis avec moi l'audité, je peux demander à l'audité de demander à son opérateur ou bien son aide de faire ces actions. Tout voir. Est-ce que c'est possible de tout voir ou bien il faut se canaliser sur quelque chose à voir? C'est le principe d'échantillonnage et le principe de risque. Comportement en cas de danger grave et imminent. Vous êtes devant un comportement grave et imminent. Est-ce que vous allez agir ou non? Par exemple, est-ce que vous avez le droit d'arrêter un arrêt, de faire fonctionner un arrêt d'urgence, d'arrêter, par exemple, de débrancher une prise, par exemple, d'ouvrir une issue de secours? Tout ça, il faut qu'il soit aussi pris en considération lors de vos visites. Compte rendu de la visite, est-ce que c'est demandé ou ce n'est pas demandé? L'utilisation du compte rendu, est-ce que votre rapport ou bien votre mission d'audit vous demande de faire un compte rendu à part de votre visite? Avantage d'être certain de tout voir, place pour faire des croquis, si vous avez à faire des croquis, pour un petit peu vous aider dans l'élaboration de vos constats, et bien sûr, liste des personnes rencontrées lors de votre visite, et bien sûr, possibilité de faire signer les accompagnants, c'est-à-dire les personnes qui vous ont accompagné lors de votre visite, dans leur compte rendu de la visite. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut passer en revue pour voir un petit peu dans quel sens ça va faciliter votre mission d'audit. Ce qu'il faut voir, c'est la globalité. On veut voir le matériel, les matériaux, la main-d'œuvre, le milieu, la méthode. Qualification et formation. Et oui, si vous êtes par exemple dans le domaine de la formation en matière, dans l'audit en matière de santé et sécurité au travail, et vous avez dans les informations documentées que l'organisme, pour certaines activités, il établit des habilitations, alors il faut demander voir les habilitations. Il faut effectivement ces gens-là, est-ce qu'ils sont habilités, conformément à vos procédures internes? La formation au risque, poser des questions. Est-ce que vous avez fait une formation sur le travail en hauteur? Est-ce que vous avez fait des formations sur les espaces confinés? Est-ce que vous avez fait des formations sur le secourisme? Ainsi de suite. Tout ce qui est milieu, le site, son environnement, les conditions climatiques et leur impact sur la qualité du produit, leur impact sur la santé et sécurité du travail, leur impact sur la performance environnementale, les méthodes aussi utilisées, comment elles sont organisées, les modes opératoires, les études préalables, tout ça, il faut qu'il soit revu et analysé par l'auditeur. Le matériel aussi, les installations, leur capacité, leur conformité, les contrôles réglementaires nécessaires, les vérifications périodiques, les entretiens, est-ce qu'ils sont entretenus, leur état de propreté, leur état de fonctionnement, est-ce qu'ils sont adaptés à l'activité ou il n'y a pas d'adapté, leur résistance au choc, leur résistance au fonctionnement, tout ça, il faut qu'il soit examiné et on utilise la méthode des 5 M pour avoir une idée globale sur ce que vous êtes en train d'auditer. Les questions. Quel est le matériel nécessaire pour ce travail? Quelles sont les précautions à prendre avec l'environnement? Comment travaille le personnel? Quels sont les modes opératoires? Qui fait quoi? Quels sont les matériaux utilisés? Alors, ce sont des questions d'ordre général que l'audité va avoir l'occasion de s'exprimer. Donc, ce ne sont pas des questions fermées qui vont donner des réponses fermées oui ou non, mais ce sont des questions d'ordre général. Donc, ce que vous posez comme question, ça va vous permettre de comprendre et après de pouvoir statuer sur la conformité ou la non-conformité. Et après, il y a la réunion de clôture que nous allons laisser jusqu'à la prochaine séance. Alors, je termine la formation ici. J'arrête le diaporama et je vais pouvoir un petit peu discuter avec vous. Ce que nous venons de voir, c'est les techniques de réalisation d'audit, en commençant par la réunion d'ouverture et en passant par les visites, les entretiens, pour vérifier par rapport à votre objectif
de la mission et par rapport aux critères d'audit, vous allez nous donner un résultat sur la conformité et les non-conformités. Ça d'une part. D'autre part, c'est l'efficacité. On n'est pas conforme, mais on n'est pas efficace par rapport à l'objectif du système ou bien du processus audité ou bien de l'activité auditée ou bien de la fonction auditée. Et c'est la raison pour laquelle, quand on fait l'audit, on doit restituer toutes les constatations pendant l'audit sur la conformité et la non-conformité et préparer ce qu'on appelle la réunion de clôture. C'est-à-dire que l'équipe d'audit va se réunir entre membres d'équipe d'audit dans un coin isolé pour rassembler les constats de l'ensemble des auditeurs, les mettre à la disposition du responsable d'audit qui va préparer une présentation aux audités pendant la réunion de clôture pour dire voilà l'ensemble des constats qui ont été présentés. Ça, on va le voir, comment faire la présentation pendant la séance prochaine, Inch'Allah. Maintenant, après cette séance, je vais partager avec vous des documents, la norme ISO 19011. Je partage avec vous des documents de travail sur un modèle du programme d'audit, un planning qui contient un planning d'audit et un modèle de plan d'audit et des constats d'audit avec rapport d'audit. Tous ces documents, donc vous allez essayer de vous entraîner à les utiliser. Et à chaque fois qu'il y a une difficulté, vous ne pouvez pas, sans attendre la prochaine séance, c'est-à-dire le samedi prochain, poser des questions sur le WhatsApp. Je suis à votre disposition pour vous aider à mieux instruire les documents. Quels documents vous allez préparer? Donc, vous allez préparer un programme d'audit. Donc, vous avez votre organisme, vous avez des informations sur une activité donnée et vous allez commencer à élaborer votre programme d'audit. C'est-à-dire pour couvrir l'ensemble des exigences d'un référentiel, c'est-à-dire soit la norme ISO 9001 ou bien la 14001 ou bien la 45001, voir l'ensemble des processus que vous allez auditer et après, vous allez préparer un élément essentiel. C'est le plan d'audit. Le plan d'audit. Donc, vous allez préparer le plan d'audit et à partir du plan d'audit, vous allez préparer une checklist d'audit. Quelles sont les questions que vous allez poser? Et après, quels sont les éléments de preuve que vous allez demander et chercher pour justifier la conformité? Et en cas de leur absence, ça sera une non-conformité. Donc, c'est un travail que vous allez faire et que nous allons voir ensemble et corriger ensemble pour la prochaine séance, Inch'Allah.